Vous écoutez l'épisode 23 de Thérape Kids et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'avais personnellement hâte de découvrir et que j'ai d'autant plus hâte de vous faire découvrir. Il s'agit du transgénérationnel. Et pour nous parler de cela, j'ai reçu Alexandra Pratt, qui est hypnothérapeute et qui est spécialisée sur la question du transgénérationnel. Elle accompagne principalement les femmes et les enfants et elle nous explique tout au long de cet épisode comment elle s'appuie sur cette spécialité pour les accompagner, comment elle travaille aussi bien avec les adultes mais aussi avec les enfants. C'est un épisode absolument passionnant et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'en ai eu à l'enregistrer. Encore un grand merci Alexandra pour cet épisode passionnant. Bienvenue sur Thérape Kids, le podcast qui explore tout ce qui peut aider les enfants et les adolescents à grandir plus heureux, plus libres et plus épanouis. Que vous soyez professionnel de l'accompagnement, thérapeute, travailleurs sociaux, professionnels de santé, enseignants ou encore que vous soyez parents, vous allez découvrir au travers d'interviews passionnantes des ressources dont chacun de vous pourra s'inspirer dans son quotidien personnel ou professionnel pour contribuer à la mission de Kiddy Mind, qui est celle d'accompagner les enfants à grandir plus heureux. Si vous ne connaissez pas Kiddy Mind, il s'agit d'une communauté et d'une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique, qui les aident à développer leur expertise auprès des enfants, des ados et de leurs parents. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind. J'ai été éducatrice spécialisée puis chef de service éducatif pendant plusieurs années avant de me décider à quitter le secteur social et médico-social pour m'installer en libéral en 2016 en tant que praticienne en hypnose. Aujourd'hui, mon quotidien est exclusivement tourné vers la création de programmes et de contenus en ligne, avec toujours au cœur de ce que je partage, l'envie de montrer qu'on a toujours le choix, que tout est possible, sans dire pour autant que le chemin sera facile. Je vous propose donc de découvrir comment, en tant qu'adulte, vous pouvez dès aujourd'hui contribuer à avoir un véritable impact auprès de ceux qui seront les adultes de demain avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Pratt et je suis ravie de te recevoir Alexandra parce qu'on se connaît un petit peu de par Kiddy Mind et puis parce qu'on s'est rencontrés à Lyon il y a un peu plus d'un an et demi, je pense. Comment vas-tu ? Bonjour Isabelle, ça va très bien, un petit peu stressée d'être sur Thérape Kids, mais ravie en même temps d'avoir pu saisir la balle au bon de ton invitation. Ouais, merci beaucoup. Alors, c'est normal, moi, je suis toujours aussi un peu stressée, même si j'ai un peu plus l'habitude, mais on n'est que toutes les deux. Euh, Voilà. Aujourd'hui, personne ne nous écoute, mais au moment où ça sera diffusé, il y aura un petit peu plus de monde. Mais on va y aller vraiment, vraiment tout cool. Et puis parce que tu as des choses, je pense, passionnantes à nous partager. Alors moi, j'ai ma petite idée en tête quand je dis ça, mais je vais peut-être te laisser te présenter d'abord de la manière dont tu le souhaites. Ok. Donc moi, je m'appelle Alexandra Pratt, j'habite et je travaille dans le Beaujolais. J'ai quel âge? J'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai deux garçons de 13 et 11 ans. Je suis praticienne en hypnose ericksonienne et également analyste transgénérationnelle. Voilà. Et si, accessoirement, j'accompagne principalement les femmes et les enfants depuis maintenant 4 ans. Ok, quand tu dis principalement les femmes et les enfants, c'est-à-dire que ta communication est davantage orientée vers ce public-là? Exactement. Ma communication, ma prise de rendez-vous, je reçois très peu d'hommes et bien souvent, quand je reçois des hommes, ce sont soit des conjoints, soit des papas, voilà, qui rentrent dans le cadre d'un accompagnement que je pourrais avoir avec une femme ou un enfant. Ok, et est-ce que tu es ok pour nous partager ce qui t'a fait t'orienter vers ce choix? Ouais, complètement. Alors, quand j'ai commencé,
je recevais tout le monde. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que que ma zone de génie était plus auprès des femmes et auprès des enfants. J'étais beaucoup plus à l'aise, il se passait beaucoup plus de choses. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai mis au travail, hein, parce que c'est pas évident, surtout quand on commence, de se dire, bah, je vais me couper de la moitié de la population. En gros, hein, Hmm. c'est ça. Quand on démarre et qu'on veut se faire connaître et qu'on veut avoir une clientèle, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais c'est venu me chercher quand même très très vite. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, je reçois chez moi, donc je suis toute seule. Et il m'est arrivé quand même deux, trois fois de tomber sur des messieurs avec qui j'étais pas du tout à l'aise, Ok. sur des problématiques sur lesquelles j'étais pas du tout à l'aise. En tout cas, on va se parler franchement, hein, des problématiques sexuelles, etc. Et je Hmm. sentais que ça venait me chercher là aussi. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion que j'ai menée très rapidement. Et j'ai décidé, à un moment, j'ai pris la décision, voilà, vraiment de m'orienter euh, sur l'accompagnement des femmes et des enfants. Et je regrette pas, depuis, je regrette pas une seule seconde. Et, et je crois même que c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris cette décision que mon cabinet a décollé et que la clientèle, voilà, c'est vraiment déployé. Parce que donc j'accompagne les femmes donc sur des problématiques de vie, sur des problématiques relationnelles, mais je me suis aussi spécialisée sur les sujets de périnatalité, de Mhm. fertilité. Je me suis formée auprès de Chloé, Mhm. que tu connais Chloé bien aussi, je Elsener, crois. ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. Euh, tout ce qui est aussi deuil périnatal, accouchement traumatique. Voilà, ça vraiment, ce sont des sujets sur lesquels je me suis spécifiquement formée, qui m'appelaient. Alors, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode, mais je pense que voilà, ça vient de plus haut en ce qui me concerne. Et voilà, c'était vraiment des sujets auxquels j'ai jamais été confrontée à titre personnel, mais qui m'appelaient vraiment fort. Donc, Hmm. pour lesquels je me suis formée spécifiquement et qui font partie, ouais, allez, je vais dire, c'est un peu plus de 50% des sujets sur lesquels je travaille au quotidien. Ok. Ouais, c'est très intéressant quand tu nous dis que c'est à partir du moment où tu t'es autorisé finalement Mhm. à bah, te couper, entre guillemets, de, oui, 50% de la population, mais de faire le choix d'aller vers le public qui t'appelait, les problématiques qui t'appelaient, Ouais. bah, que ton cabinet a commencé à décoller. Et est-ce que tu as eu l'impression que de prendre cette décision, ça avait eu une influence sur sur ce sentiment de légitimité, tu sais, dont on parle beaucoup? Est-ce que tu Beaucoup. t'es senti plus légitime pour accompagner un public que tu choisissais, par exemple? Alors, plus légitime, je sais pas, parce que je suis pas sûre de me sentir encore super légitime aujourd'hui, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur qu'on se traîne Hmm. tous. Euh, mais en tout cas, beaucoup plus à ma place et beaucoup plus efficace, si on peut parler d'efficacité dans nos Ok. métiers. Hmm. Euh, oui, on peut peut-être parler de légitimité. En tout cas, je sentais et je sens toujours que je donne tout. Là où quand je pouvais recevoir un homme sur une problématique sur laquelle j'étais pas forcément à l'aise, j'étais dans la retenue. J'allais pas forcément aller partout où je voulais aller parce que voilà, je me disais, oulala, oui, mais là, si on aborde ce sujet, je vais vraiment pas être à l'aise. Et puis, qu'est-ce que ça peut déclencher, etc. Voilà. Donc là, aujourd'hui, quand j'accompagne sur ces sujets, euh, ouais, j'ai vraiment l'impression de pouvoir apporter vraiment quelque chose à ma cliente. Euh, alors, le mot qui me vient, c'est plus-value, c'est moche, hein. Dans nos métiers, on n'a pas le droit de parler de ça. Ça se fait pas. Mais ouais, c'est une vraie plus-value. Je pense que je leur apporte de par mes formations, de par tout ce que j'ai pu expérimenter. Voilà. Donc légitimité, oui, peut-être un peu, mais en tout cas, voilà, je crois en ce que je fais et en tout cas, je leur apporte vraiment tout. Ça Hmm. leur sert ou pas, mais en tout cas, je suis pour ma part droite dans mes bottes en me disant, bah là, j'ai tout donné, j'ai tout proposé. Après, à elle de s'en saisir ou pas aussi.
Et oui, bien sûr. Alors après, légitimité, peut-être que le mot était mal choisi, peut-être que c'est peut-être plus alignement ou quelque chose. En tout cas, quand tu dis je me sentais plus à ma place. Oui, euh, oui, voilà, ouais, ouais, l'alignement, ouais. c'est peut-être Mm. plus, le mot me convient plus à cet endroit-là, en tout cas. Ouais, 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 ok. Et donc, tu parlais d'analyse transgénérationnelle. C'est ça. J'avoue que c'est un sujet, alors que pour le coup, je connais beaucoup, beaucoup moins que l'hypnose. Et j'aimerais bien que tu puisses nous en dire quelques mots, d'autant plus que, si Mm. j'ai bien compris, tu utilises aussi cela avec les adolescents et parfois même avec les plus petits, mais du coup avec des stratégies un peu différentes. Et puis tu nous disais, il y a des choses Exactement. qui viennent de plus haut te Oui. concernant par rapport à certaines problématiques. Mm. Euh, voilà, je veux bien que tu nous en dises plus parce que je pense que c'est un sujet passionnant. Alors, l'analyse transgénérationnelle, je vais essayer d'être synthétique parce que je pourrais faire 3 heures dessus. C'est plus connu sous le nom de psychogénéalogie. Il y a des subtilités, des différences dans lesquelles je vais pas forcément rentrer, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais finalement, pour faire simple, l'analyse transgénérationnelle, ça va être aller chercher en quoi l'histoire de notre famille peut impacter nos problématiques dans la vie réelle maintenant, aujourd'hui. Je dis vie réelle parce qu'il y a plein de façons d'aborder l'analyse transgénérationnelle et la psychogénéalogie, dont des façons très ésotériques. C'est pas du tout ma façon de travailler. Moi, je suis vraiment dans l'analyse, dans le concret, dans l'ici et le maintenant. Alors, ce que je vais dire, et ça, j'insiste dessus, ça concerne ma pratique, ça concerne ce que j'ai constaté, et c'est ma vérité quelque part. Hmm. Et peut-être que j'ai des collègues qui vont écouter ce que je vais dire et qui vont avoir les oreilles qui saignent en se disant, mais qu'est-ce qu'elle a? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus énergétique, c'est beaucoup plus ceci. Voilà, c'est ma façon de pratiquer l'analyse transgénérationnelle. En gros, c'est partir de la problématique de la personne, ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie, et aller voir qu'est-ce qui a pu se passer au-dessus qui peut aujourd'hui expliquer ça. Alors, l'analyse transgé, c'est quand même bien souvent une analyse de seconde intention. Il est quand même rare que une personne qui a jamais travaillé sur elle, qui a jamais fait de psychanalyse, de psychothérapie, de thérapie, quelle qu'elle soit, arrive direct en transgé. Parce qu'il faut quand même avoir balayé un petit peu sur d'autres sujets pour pouvoir se dire, oui, mais là, j'ai bossé sur moi, je comprends pas, j'ai cette problématique qui est là, peut-être que ça vient de plus haut. Euh, voilà, donc après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer par l'analyse transgénérationnelle, mais on passera forcément par une phase bah, bah, plus, plus, plus analytique pure, en fait, Hmm. hein. Euh, donc, cette analyse, elle prend forcément en compte la systémie. La systémie, l'analyse des groupes, donc le groupe familial, euh, et qui dit groupe familial dit forcément parents et enfants. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver quand j'accompagne, alors plutôt les ados, les enfants, en fait, on va pouvoir aller travailler en analyse transgénérationnelle, mais en passant par le biais des parents. Ok. Alors les plus petits, on va pouvoir aller mettre en place des petits outils, faire des mini arbres généalogiques, etc. Rien que pour qu'ils puissent se positionner dans la famille, s'assurer, voilà, est-ce qu'ils se mettent au bon endroit, etc. Mais l'idée, ça va être de s'interroger sur tout ce qui concerne la conception de l'enfant. Si tu veux, tu m'arrêtes hein, si je suis pas claire, parce que pour moi parfois c'est très très clair, je pars bien en tête Vas-y, sur un vas-y. truc et Comme c'est un sujet que je euh, maîtrise pas, en plus, voilà, si je suis pas claire, je te le dirai, mais pour l'instant, ça voilà, me paraît ouais. clair. Bon, ok. Un des grands principes de l'analyse transgénérationnelle, c'est ce qu'on appelle le projet sens. Chaque personne a un projet sens. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui s'est passé 1 an avant la conception de la personne. Donc tout ce qui s'est passé dans la vie de ses parents, à titre individuel, mais aussi en couple, tout ce qui s'est passé dans la famille, tout ce qui s'est passé dans la région, dans le pays, dans le monde.
Donc vraiment, on va être super large. En transgé, on ne reste pas que sur le petit noyau familial. Ok. On va vraiment aller travailler d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique. Je prends un exemple, les enfants qui ont été conçus pendant l'Exode, par exemple, hein, pendant la guerre 40. Enfin, j'imagine qu'il y a des enfants qui ont été conçus à ce moment-là. On est bien d'accord que l'ambiance, le mental Hmm. dans lequel ils ont été conçus n'était pas le même qu'un enfant qui est conçu aujourd'hui en 2024 dans une famille où tout va bien. Hmm. Donc voilà, on va prendre en compte tout ça et on va aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Tout ça, c'est le projet sens. Et on va aller chercher un petit peu tout ce que les parents ont pu projeter sur cet enfant, tout ce que la famille a pu projeter sur cet enfant. Si par exemple c'est un enfant qui vient après plusieurs grossesses arrêtées, spontanément ou pas, après un enfant décédé en bas âge ou un peu plus vieux, pareil, les projections ne vont pas être les mêmes que si c'est le premier enfant attendu comme le Messie par ses parents et par tout le reste de la famille. Pareil, est-ce que c'est une fille qui vient après 4 garçons ou Hmm. inversement? Tu vois, il y a tout ça, tout ce contexte psychologique, tout ce contexte culturel qui va être pris en compte. Et tout ça, ça peut être complètement, ça peut en tout cas venir expliquer des problématiques que peut rencontrer un enfant ou un ado, des problématiques de positionnement, de conflit dans la fratrie. Voilà, on va aller chercher à voir un petit peu tout ce qui était projeté. Et puis, on peut aller aussi chercher beaucoup plus haut. Par exemple, sur les problèmes de place dans la fratrie, ça se castagne toujours entre les aînés ou je ne sais pas ce qu'on peut entendre parfois dans nos cabinets. Allez voir un petit peu, par exemple, ce que la place de l'enfant du milieu représente dans la famille. Si c'est une famille où tous les enfants du milieu ont eu des problématiques avec l'aîné, c'est des choses qui peuvent ruisseler. Euh, on va s'attarder aussi sur ce qu'on appelle le roman familial. Le roman familial, il est composé de tout ce que on se raconte dans la famille. Donc, si je reprends cette histoire d'enfant du milieu, c'est sûr que si depuis 4 générations, on entend que de toute façon, les enfants du milieu, ils font que causer des problèmes et que, ah là là, franchement, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Hmm. Ça induit plein de choses. Et ce qui va être intéressant dans ce cas-là, c'est d'aller se dire, oui, non, mais ok, mais d'où on part? Quelque part, à quel moment cette croyance familiale a pris racine? Voilà. Et c'est là où on va aller utiliser les parents, parce qu'un petit bout de 6-7 ans, si je commence à lui dire, oui, mais alors, à ton avis, sur quelle génération ça a commencé à... Il va me regarder comme ça, et puis il va Ouais, se bien barrer en sûr. courant, quoi. Hein, Hmm, on est hmm, d'accord. hmm, hmm. Mais voilà. Donc c'est là où c'est intéressant aussi d'impliquer les parents. Parce qu'on travaille. Alors, moi, j'ai cette croyance forte que je pense que, enfin, je crois que tu partages, mais que on peut pas accompagner un enfant si on n'implique pas les parents. Hein. Enfin, Hmm. en tout cas, pour moi, les parents Hmm. qui me déposent les enfants à l'entrée et qui viennent les rechercher et qui veulent rien savoir, c'est niet. Eh Donc oui. voilà, l'idée, c'est d'aller impliquer les parents un peu plus, de leur demander. Alors, bien souvent, ils voient très rapidement de quoi je veux parler, hein, où je veux en venir. Mais parfois, c'est un peu plus nébuleux. Donc voilà, donc pour les petits, on va vraiment aller travailler en collaboration avec les parents. Et puis avec les ados, alors pareil, il faut que ce soit des ados qui sont en capacité d'élaborer, hein, qui sont en capacité d'aller se projeter un petit peu dans cette âme, dans cette histoire, et puis qui aient envie aussi d'aller trifouiller là-dedans. Là, on va pouvoir aller être beaucoup plus précis et leur donner des missions. Parce que quand on travaille en transgénérationnel, on ne vient pas s'asseoir sur le fauteuil et attendre que ça se passe. On n'a aucune thérapie, je crois, ça se passe comme Hmm. ça, mais encore moins en transgénérationnel. Ça demande de l'implication parce que ça demande d'aller faire parfois des recherches. Ça demande d'aller questionner la famille. Ça aussi, ça peut être un vrai sujet parce que j'ai des gens qui me disent, bah non, moi je peux pas aller.
hors de question que j'aille poser des Mm. questions. Ok, mais pourquoi? Et voilà, on tire les fils. Donc ça, avec certains ados, c'est possible de faire et c'est hyper intéressant de les voir faire bouger leur système, quoi. Des fois, j'ai des parents qui me disent, mais vous lui avez dit quoi? Parce que là, au dernier repas de famille, il parlait pas et il s'est mis à poser plein de questions à plein de monde. Mm. C'est un peu comme si ils se mettaient dans l'impôt. C'est ce que je leur dis, et je dis même ça aux adultes, hein. Quand c'est difficile d'aller poser des questions ou quand ils disent oui, mais je sais très bien ce qu'ils vont répondre, bah moi je conseille de se mettre dans la peau soit d'un journaliste, soit d'un détective. Et plutôt que de se dire, bon, bah voilà, je vais aller poser des questions à ma famille, tiens, je vais aller étudier ces personnes-là un peu. J'aime bien donner l'exemple, je sais pas si tu connais l'émission Rendez-vous en terre inconnue, Mm. tu vois, Ouais, où bien en sûr. fait ils arrivent et ils observent parce qu'ils connaissent pas du tout. Et c'est ce que je leur propose de faire, essayer de se mettre vraiment dans cette, de faire un pas de côté et de se dire, non, mais en fait, c'est pas ma famille, j'étudie un groupe. Mm. C'est pas toujours évident à faire. Bah, j'imagine. Alors, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions qui me viennent. Alors, je commence par la dernière qui m'est venue, parce que tu Ouais. parlais des ados. Mm. Euh, Comment tu amènes ça? Parce que tu vois, tu as démarré en disant bah, l'analyse transg, c'est parfois pris sur le versant ésotérique, et là, toi, c'est pas ta pratique. Pour Mhm. autant, est-ce que pour certains adolescents, voire même certains parents, est-ce que cette idée même de remonter, en tout cas que ce qui s'est passé dans d'autres générations ou sur le plan sociologique, historique, etc. Mhm. Euh, est-ce que il n'y a pas est-ce que c'est pas perçu parfois justement de manière un petit peu perchée, tu vois, d'aller Perché. chercher ça? Merci de prononcer le mot. J'avais pas osé tout à l'heure. Mais oui, perché. Alors, déjà, je pense que tu sens avec qui tu Hmm, peux aller sur ce sujet ou pas. Et je crois que je veux tellement pas justement donner cette image de cette pratique, de lui donner une image perchée, que je suis vraiment hyper claire, voire parfois même, je pense, lourde, hmm, en insistant sur le fait qu'on va se baser sur, alors, j'allais dire des faits concrets, oui et non, parce que l'analyse transgénérationnelle, bien souvent, on n'a pas de concret dans le sens où les gens, ils sont plus là pour en parler. Et parfois, les personnes qui sont là, encore là pour en parler, n'ont pas envie d'en parler. hmm, Mais quand je dis qu'on va se baser sur du concret, c'est qu'on va se baser sur le concret familial qui est peut-être lui complètement perché, hein. Mais si c'est OK pour le système, moi, je me base sur ce qu'on m'amène. hmm. Et voilà, et s'il y a des croyances parce qu'encore une fois, le perché, ton perché n'est pas forcément mon perché, et mon perché n'est pas forcément celui de ma voisine. Complètement. Si Hmm, moi, pour moi, c'est perché, mais que pour eux, c'est complètement normal et c'est complètement OK, eh ben, allons-y gaiement. hmm, Euh, mais voilà, et c'est vrai que quand je l'amène, la question un peu clé, ça va être, OK, mais donc là, tu as cette problématique, OK, est-ce que c'est déjà arrivé dans la famille? Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu ce problème? Est-ce que tu as entendu parler d'une personne qui? Ou est-ce que tu te sens proche de? Voilà, et on va commencer à y aller tranquillement comme ça. Bien souvent, je prononce même pas le mot transgénérationnel parce qu'il fait hmm. flipper en fait. Si vraiment je dois en parler, je vais plutôt parler de psychogénéalogie. J'ai remarqué que ça me passe un petit peu mieux. Mais voilà, et on va partir comme ça, et en interrogeant les parents, ah oui, mais alors les grands-parents et les arrière-grands-parents, etc. Et on y va tranquillement comme ça. Il y en a qui sont un petit peu au fait et qui me disent, ah oui, mais ça, c'est de l'analyse transgé ou c'est de la psychogénéalogie. Puis il y en a qui se posent même pas la question et qui Hmm. disent, oui, bon, bah ok, voilà. Donc oui, il y a ce côté perché qui peut vite dériver, mais je crois que tu l'as compris, je fais en sorte de garder mon cap et de jamais trop partir dans ce Hmm. côté-là, de même de jamais y aller.
Ouais, complètement. Merci pour ces précisions. Et c'est vrai que de la manière dont tu le racontes, je trouve qu'on perçoit bien. En fait, j'ai l'impression, tu me dis que si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une Mm, grille de lecture, en fait, pour toi. C'est-à-dire que peu importe la manière dont l'enfant, l'ado, l'adulte arrive dans ton cabinet, et peut-être que tu pourras nous dire d'ailleurs comment ils arrivent et comment tu communiques, ça m'intéresse. Est-ce que tu communiques? mhm. Parce que tu nous as dit sur les problématiques, mais est-ce que du coup tu intègres l'ensemble de tes outils, que ce soit l'hypnose, l'analyse transg, ou est-ce que tu sépares ça? Mais en tout cas, moi je le perçois à t'écouter comme une grille de lecture, comme une autre finalement, où à un moment donné, tu vas poser des questions qui vont aller ouvrir justement sur ce qui s'est passé Mm. au niveau générationnel notamment. Euh, et donc, je comprends mieux comment ça peut être très bien accueilli, par exemple, pour un ado. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu vois, je me disais, ben, voilà, je sais combien ça peut être délicat d'accompagner des adolescents, Mm. combien il faut être. C'est important de vraiment d'avoir ce feeling pour pouvoir accompagner Mm. les ados qui vont vite nous tester le cadre, etc. Et donc, c'est pour ça que j'utilisais le mot perché, parce que je me disais, selon comment tu amènes ça, effectivement, et peut-être encore plus avec les ados qu'avec certains adultes, on pourrait vite se faire envoyer sur les roses ou voilà. Mais, Mm. Mm. mais Mm. à t'écouter, on sent effectivement que tu l'amènes d'une manière très fine, finalement, qui fait qu'il n'y a même pas besoin de poser un nom là-dessus, finalement. C'est Ouais. c'est- c'est juste une manière J'ai- d'accompagner. J'aime bien cette idée de grille de lecture et c'est complètement ça en fait. Euh, que ce soit pour ados ou adultes, les gens viennent me voir pour une problématique et je constate de plus en plus que finalement, ils savent pas trop ce que je fais. Ok. C'est marrant au fil des années. Alors avant, on venait me voir pour l'hypnose parce que voilà, je communiquais vraiment là-dessus. C'était mon outil principal. Euh, et au fil du temps, en fait, ouais, je constate que bah voilà, j'ai entendu parler de vous, on m'a dit de venir vous voir, etc. Bon, finalement, peu importe ce que tu fais, tant que ça va mieux, quoi. C'est Le ça. message pour certains, c'est ça. Donc je trouve ça plutôt cool au final parce que ça me donne un champ d'action plus large que ceux qui viennent en disant ah, moi je veux faire de l'hypnose. Parce que j'ai Exactement. entendu que l'hypnose, ça Hmm. marche en 3 séances. Bon, moi dans mon cadre, j'appelle les gens. On peut prendre rendez-vous sur Calendly directement, mais ceux qui prennent rendez-vous sur Calendly, je les rappelle systématiquement pour m'assurer justement qu'on n'est pas dans ce genre de croyance où ça va Ok. durer 2 séances, je vais faire ça et ça sera réglé. Parce que c'est pas du tout, bah, enfin, c'est pas vrai, hein, on va pas se mentir. Parfois, il peut se passer des trucs, enfin, il se passe des choses, mais des miracles en 2 séances, Hmm. je sais pas toi, c'est quand même rare, quoi. Ouais, complètement. Et, et du coup, oui, maintenant, c'est vrai que sur le premier rendez-vous, pendant l'anamnèse, je vais toujours avoir enfin, je sais que spontanément, je vais aller poser des questions sur le dessus. Juste pour vérifier. Je ne vais pas partir bille en tête en me disant, allez, on va faire du transg parce qu'on va faire du transg. Non, mais s'assurer qu'au-dessus, il n'y ait pas un truc énorme qui couvre tout simplement. Mais comme je vais aller poser tout un tas d'autres questions qui n'auront rien à voir avec le transgénérationnel. Mais pour moi, c'est devenu vraiment, oui, c'est ça, je l'avais jamais conscientisé comme ça, mais une grille de lecture comme une autre. euh, Parce que pour moi, on est en grande partie ce que notre famille a fait de nous. Alors, comme ça peut paraître hyper plombant pour des gens qui se disent, ouais, bah, au secours, vu la famille que je me traîne, bonjour l'angoisse. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi s'en détacher et Hmm. qu'on peut faire le choix de se dire, bah non, mais là, moi, vous êtes gentils, les gars, mais vous allez reprendre votre paquet et puis, et puis voilà. J'ai vu récemment, je crois que c'est sur Insta ou je sais plus, une petite vidéo que j'ai trouvée vachement bien. En fait, on voyait une vieille dame qui mettait du linge sale dans un linge, tu sais, pour faire une espèce de baluchon. Hmm. Et puis on voyait, donc elle file le baluchon à sa fille. Enfin voilà, ça passe deux, trois femmes qui rajeunissent comme ça. Et puis on tombe sur, j'allais dire sur une jeune femme, oui, sur une femme d'une quarantaine d'années, donc une jeune femme.
et qui va pour le repasser à sa fille. Et puis elle reprend le baluchon, elle l'ouvre et elle lave le linge et elle le fait sécher. Et j'ai adoré cette image parce que c'est complètement ça en fait. À un moment, on a le droit de se dire que ça s'arrête avec nous, Mm. d'une manière ou d'une autre en fait, parce qu'on ne règle pas tous les problèmes. C'est pas magique, c'est pas miraculeux. Et on règle pas les problèmes des autres, parce que ça, c'est souvent ce que j'entends. Ah oui, mais là, moi, je fais ce travail transgé sur moi. Est-ce que toute ma famille va être apaisée? Bah non. Ça va faire Mm. bouger le système, ça va transformer des choses, mais, mais, mais chacun a son travail à faire. Et ce que la personne va venir travailler pour elle et qui va être important pour elle, ne sera pas forcément ce qui sera important pour son frère, pour sa mère, pour sa fille. Donc oui, ça fait bouger le système. Oui, on fait, on influence nécessairement, mais comme on influence si on ne fait pas de travail finalement, Mm. Complètement. Sauf que hein. c'est pas choisi, c'est pas orienté, Sauf que je c'est trouve. pas choisi. Voilà. Mm. Donc là, on part sur un choix. On va pas sauver tout le monde, mais j'ai cette ferme conviction que si on se, je vais dire, si on se prend en main, je sais pas si c'est vraiment la bonne expression, mais si on fait le choix d'avancer sur un sujet, ben nécessairement, on va semer des graines autour de nous, quoi. Donc voilà, le système, il bouge d'une manière ou d'une autre. Je sais plus quelle était la question de départ, je suis un peu partie là, Je ne sais plus non plus, c'est loin. pas grave. Bon. C'est pas grave, non, c'est hyper intéressant, d'autant plus effectivement cette histoire de système où bah, tu le dis très bien, quand il y a une personne de la famille, en tout cas, on peut, déjà la cellule familiale parent-enfant, Mm, mm. il y a quelque chose qui va bouger au sein du système. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre parce que parfois, il y a des enfants avec qui ça va être plus compliqué de travailler parce qu'on peut trouver en plus que l'enfant va plutôt bien ou parce qu'il est absolument pas investi, parce qu'il y a une forte demande des parents. Et donc, c'est comment, voilà, avec ces outils-là, on va pouvoir réinvestir les parents et, et puis leur montrer aussi qu'à un moment donné, c'est pas juste l'affaire d'une personne dans le système familial, mais que chacun, Ouais, qu'il le souhaite ou non, est relié aussi à ce qui se passe et que c'est à chacun aussi de faire peut-être un bout du chemin. En tout cas, si chacun fait un bout de chemin, nécessairement, il y aura un impact sur le complètement. système. Et puis alors, je trouve plus pour les ados que pour les enfants. Mais bon, je mesure mes propos. Mais c'est presque, par moments, c'est déculpabilisant. Parce que tu connais par cœur les ados qui arrivent là, qui n'ont aucune envie. Eux, ils estiment qu'ils n'ont pas de problème. Et parfois, il n'y a pas de problème au niveau Hmm. de l'enfant, hein, on est bien d'accord. Et de s'entendre dire, ouais, mais tu sais, là, tes parents, ils attendent quelque chose. Enfin, il y a une problématique familiale. Mais peut-être que tu n'es pas le premier à qui ça arrive. Peut-être qu'en fait, c'est arrivé sur toi, mais pas parce que tu as fait quelque chose, mais peut-être juste parce que bah, l'histoire familiale fait que tu es à cette place-là où tu parles, tu portes tel prénom, je vais y arriver, où tu ressembles à telle personne, parce que parfois ça arrive, quoi. On parlait des projections au départ, et, 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 et un gamin qui va ressembler trait pour trait au tonton collabo qui a été renié par toute la famille et qui est devenu un tabou, on n'en parle plus, etc. Rien que ça peut venir remuer. Et rien que ça peut venir projeter des trucs sur ce gamin, mais qui ne lui appartiennent pas, en fait. Hmm. Hmm. Donc, bien sûr, je l'aborde pas comme ça, mais c'est des choses à aller observer. Les projections sont hyper importantes. Alors, bien sûr, les projections des parents, mais les projections de tout le système, les grands-parents, parce que les grands-parents d'un enfant, a priori, ce sont les parents de ses parents qui ont un impact sur Enfin voilà, les grands-parents ont un impact sur les parents qui sont leurs enfants. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent venir appuyer. Encore une fois, l'enfant, il y est pour rien. Hmm. Mais il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses qui sont là, l'éléphant dans la pièce. Tout le monde sait que c'est là, personne n'en parle.
Et le gamin, il va venir appuyer en disant, mais c'est quoi cet éléphant-là, en fait? Parce qu'il y a Mm. ça, il y a l'attente des parents qui amènent l'enfant en disant, ben voilà, il y a un truc à solutionner, mais il y a aussi parfois l'attitude des enfants qui va venir appuyer très très fort pour faire sortir quelque chose. Ils sont super forts, les gamins, pour ça. Il y a Ouais, une bien phrase de sûr. Dolto que j'adore, qui dit dans une maison, alors je la déforme peut-être un peu, hein, mais dans une maison, les chiens comme les enfants savent tout, tout le temps, sur tout ce qu'on cherche à leur cacher. Mm. Et ça, mais c'est tellement vrai. Pour donner un exemple, alors j'ai pas reçu les enfants, mais c'était une dame qui venait me voir donc pour travailler un petit peu en trans-G parce qu'elle était persuadée qu'il y avait des secrets dans sa famille. Ok, bon, a priori c'est une bonne raison de faire du trans-G. Elle cherche, alors elle pour le coup ça a été l'accompagnement fulgurant, hein, en 3 séances c'était réglé. Elle cherche, elle revient en seconde séance en me disant ah bah ouais j'ai découvert que en fait ma mère a des sœurs a eu des sœurs avant elle mais je connaissais pas leur existence, leur mère était morte, le père s'était remarié et les 2 sœurs on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues. Ok, et ça la bouleversait cette dame, hein, c'était quelque chose, enfin on sentait que c'était important d'avoir découvert ça. Et puis, de fil en aiguille, on parle de différentes choses et puis à un moment comme ça, elle me dit que, elle comprend pas parce que ses enfants, ils ont du mal, à chaque fois, ils savent pas trop qui est l'oncle, qui est la tante, les cousins, enfin pour eux, c'est un petit peu compliqué de se placer dans la famille. Bon, voilà, elle me dit ça comme ça et donc il y avait une de ces dames, une de ses sœurs qui était toujours en vie et je lui demandais si elle avait envie de les contacter, voilà, pour, remettre du lien, pour faire quelque chose. Et là, elle me dit horrifiée, ah mais non, mais c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, si je la contacte, ma mère va peut-être le savoir. C'est une dame qui était en conflit avec sa mère. Et je dis, bah, et qu'est-ce que... Oui, d'accord, et qu'est-ce que ça fait si votre mère est au courant? Bah, elle peut venir chez moi, elle peut venir faire un scandale, et qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Je dis, oui, ok, effectivement, ça serait pas très aidant, mais au pire, bah, vous leur dites ce qui se passe, à savoir que leur grand-mère est là et qu'elle n'est pas contente. Et là, elle me dit, ah mais non, je peux pas leur dire ça. Parce qu'en fait, ils savent pas que celle qu'ils prennent pour leur grand-mère n'est pas ma mère. Parce qu'en fait, son père s'était remarié, les enfants étaient persuadés que la belle-mère était leur grand-mère biologique et ne savaient pas qu'il y avait une autre grand-mère qui se baladait ailleurs. Cette Ok. dame venait me voir parce qu'elle pensait qu'il y avait des secrets de famille dans sa famille. Et là, si tu veux, mais j'ai dit, mais j'éclate de rire, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dit, mais vous rendez compte là? Elle a eu du mal à le conscientiser. Et je dis, mais vos enfants, vous allez leur en parler de ça un jour? Bon, je sais pas, ils n'ont jamais posé de questions. Bah oui, bien sûr qu'ils n'ont jamais posé de Mm. questions, mais c'est surtout que ces gamins-là n'arrivent pas à se positionner dans l'arbre. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'ils font là, en se positionnant pas, c'est ils disent à leur mère qu'ils ont flairé qu'il y a un loup quelque part. Mm. Donc je dis que ça a été un accompagnement express parce on est vite arrivé à ça. Et finalement, elle est repartie avec ce questionnement, ben, est-ce que j'en parle à mes enfants? Et Mm. elle était très plutôt au clair sur le fait de ne pas leur en parler. Donc moi, dans ces cas-là, bah, ok, je la force pas, hein, c'est pas à ma place, elle fait ce qu'elle veut. Simplement, je lui ai fait remarquer qu'elle reproduisait Eh oui. ce qui s'était passé à un moment dans l'arbre, à savoir qu'on cache quelqu'un. Sans même Voilà, et s'en rendre parfois, compte, quoi. sans Sans même même s'en rendre compte. conscientiser ça. Ouais, c'est C'est ça. ça, parce que ça a été ultra dur pour elle. Elle voyait vraiment pas où je voulais en venir, quoi. Mm. Ça a pris un moment pour que... Et j'ai bien senti qu'à ce moment-là, clac, il se passait quelque chose. Ah oui, non, mais hors de question que j'en parle à mes enfants. Et donc, c'est que maintenant, elle le sait. Soit elle n'en parlera pas, mais ça sera conscient. Soit ça va infuser et à un moment, soit elle en reparlera ou elle refera un travail sur elle pour s'autoriser à. Mais tout ça pour dire que, voilà, les enfants, parfois, peuvent avoir des attitudes qui viennent dire, eh oh, t'as pas un truc à me dire là? Mm. Mm. Parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et ça, on le voit quand même assez souvent. Ouais, hyper intéressant. Merci pour cet exemple. Et j'ai une question par rapport à ça, parce que tu as démarré en disant les ados, ça permet souvent de les déculpabiliser finalement quand ils se retrouvent, quand ils ressentent comme deux gouttes d'eau au tonton collabo ou je sais pas quoi. Euh,
Est-ce que ce côté déculpabilisant que j'entends et qui est en effet plutôt chouette pour l'enfant, de se dire bah, c'est pas juste moi, en fait, il y a une Mhm. histoire derrière qui est importante d'aller décortiquer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de déresponsabiliser, tu vois, en parallèle de cette déculpabilisation, l'ado quant au choix qu'il fait, quant à son attitude, à sa posture, etc. Ouais. Est-ce que toi, tu accompagnes aussi sur ce versant-là? Comment tu es vigilante ou pas là-dessus? Complètement. Parce que, encore une fois, le transg, c'est se dire quelle explication je peux trouver dans mon arbre à mes problématiques d'aujourd'hui. Mais une fois qu'on a trouvé ça, on n'en reste pas là, en fait, Hmm. parce que ce serait un peu ballot de dire, bah voilà, c'est ça, allez, salut. Non, on va aller chercher. Ensuite, OK, on a trouvé cette information. Déjà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est aidant ou pas? Est-ce qu'on s'en saisit ou pas? Euh, et puis surtout, ensuite, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir, quelque part, se désolidariser de cette histoire ou de de la magnifier ou de l'utiliser, tu vois. Et c'est là où on va peut-être plus repartir en hypnose, plus repartir sur de la thérapie moins axée transgénérationnelle. Ok, on a mis le doigt dessus, on sait ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on fait pour transformer? Voilà, on sait que cette histoire a eu telle conséquence. Aujourd'hui, toi, tu as ces attitudes, tu as ces façons de faire, etc. Comment on peut utiliser toute cette histoire pour aller transformer la donne? Et ok, ben, euh, euh, tu te entends mal avec tes frères et sœurs parce que tu es au milieu et qu'on a compris que les enfants du milieu, dans les générations du dessus, c'était compliqué pour eux. Comment on fait là aujourd'hui pour transformer? Hmm. Alors, il y a tout un tas d'outils qu'on peut mettre en place. Il y a tout un tas comment dire? Ah, le terme qui est utilisé, c'est acte psychomagique. J'aime pas trop cette appellation parce que pareil, pour moi, ça fait percher, mais d'aller, par exemple, symboliquement se remettre à la bonne place. Euh, Symboliquement aller apaiser les générations du dessus en disant, bah ok, voilà, euh, vous avez galéré, mais moi, je choisis en fait de faire différemment. Et c'est en ça qu'on va aller responsabiliser Hmm. aussi. À la fois, on déresponsabilise parce que, bah oui, ce qui t'arrive, ça t'est tombé dessus, mais parce que c'est toute une histoire, etc., qui vient là. Mais toi, aujourd'hui, ta responsabilité, une fois qu'on a conscientisé ça, c'est de se dire, bon, ben là, j'ai compris ce qui a pu se passer, j'ai compris que c'était pas ma faute, je peux me débarrasser de ça. Mais maintenant, comment je reprends les rênes pour pouvoir avancer et changer la donne? Voilà, moi, c'est vraiment, mais que ce soit avec les ados ou les adultes, parce Hmm. que c'est sûr que si on en reste juste à se dire, bah voilà, ma famille, c'est horrible, tous les enfants de milieu ont morphé, on peut passer des heures et des heures à se gratter les plaies, hein, mais Ouais, complètement. on va pas avancer. Hmm. Oui, finalement, moi, l'image qui vient, c'est comme si tout cet accompagnement avec le transgénérationnel, c'est un petit peu une forme de dépoussiérage, de mise à jour, Mhm. finalement, de ce qui se passe. Et c'est là que le travail commence. Et donc, finalement, même le côté déculpabilisant, bah, il arrive dans cette phase de mise à jour, OK. Et ensuite, toi, avec les autres outils que tu vas pouvoir Mhm. accompagner bah, en fonction de ce que souhaite la personne aussi. Parce que comme dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, par exemple, il y a des gens qui peuvent mettre à jour sans pour Mhm. autant vouloir aller plus loin parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible pour eux. Et peut-être qu'on peut imaginer Exactement. que dans quelques mois, quelques années, Mhm. cette Mhm. personne, elle voudra faire ce travail-là ou pas, hein, d'ailleurs. Mais Mhm. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. On va aller mettre en lumière des zones d'ombre, on va aller nettoyer, on va aller ouais, vraiment, un peu comme, comment dire? Ouais, comme cette histoire de linge sale là dont je parlais tout à l'heure. On va ouvrir le baluchon, on va voir,
ce qu'on garde pas, ce qui vaut le coup d'être nettoyé, ou finalement, des fois, on ouvre aussi des baluchons, ben, c'est pas aussi sale qu'on pensait. J'ai des personnes qui me disent, ah là, mais il doit y avoir un Hmm. truc, un secret, ça doit être horrible. Et puis en travaillant, finalement, on se rend compte, attends, mais c'est ça le secret? Parce que c'est pour ça qu'il est important aussi de prendre en considération l'aspect historique, socio-culturel du moment dont on parle. Hmm. Parce que si on prend l'exemple des mères célibataires, des femmes qui font des enfants hors mariage ou tout ce que tu veux, début du XXe siècle, c'était là. Alors, soit elles faisaient partie de la bonne société, et on les envoyait à la campagne ou chez les bonnes sœurs pour accoucher discretos, et puis l'enfant, chut, on n'en parlait plus, et elles revenaient vivre leur vie comme si de rien n'était. Soit elles n'avaient pas cette chance, avec des gros guillemets, euh, et elle pouvait tomber dans la misère la plus noire parce que rejetée parce que ça ne se faisait pas, parce que avoir un enfant au mariage, c'était forcément être une fille facile ou pire. Hmm. Aujourd'hui, alors je dis pas que c'est la panacée, mais c'est quand même vachement plus accepté par la société. Hein. On voit des femmes qui décident volontairement de faire des enfants seules, et c'est OK. Et la même situation à un siècle d'écart, voilà, en 1924, je suis pas sûre qu'elles sautaient de joie quand elles se rendaient compte qu'elles étaient enceintes et que Hmm. bah, le père était pas super, super impliqué, quoi. Donc voilà, et une personne qui va découvrir que finalement le secret, c'était que bah, la grand-mère s'était mariée avec une robe un petit peu large pour cacher ses rondeurs et qu'en fait, l'enfant qui était soi-disant né prématuré faisait 4,5 kg. Hmm. C'était juste ça le secret, mais parce que pour la grand-mère, à l'époque, c'était honteux, c'était indicible. Eh Alors oui. que pour nous, aujourd'hui, bah, ouais, ouais, super, c'est pas si grave. Hmm. Donc voilà, c'est ça aussi qui est important, et c'est pour ça qu'il est important de prendre en compte le moment où le secret va venir se créer. Parce qu'en 3G, il est quand même beaucoup question de secret, Hmm. de non-dit, que ce soit volontaire ou pas. Un secret, ça va être quelque chose qui va être traumatisant pour la personne, et elle va volontairement choisir de ne pas en parler. Mais on peut aussi avoir des non-dits. Et non-dits, c'est juste qu'on ne le dit pas. Et Eh qu'il se oui. passe quelque chose dont plus personne ne parle. Mais à force de ne plus en parler, bah c'est la cocotte minute. Et Et comment est-ce que tu travailles sur je pense notamment, tu vois, aux familles qui n'ont plus de lien ou qui ont envie de faire ce travail, mais qui refusent, enfin, quelle qu'en soit la raison, en tout cas, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir aller interroger les générations précédentes. Et au début, tu disais beaucoup, on va aller chercher. Alors, j'aimerais bien que tu précises le on. Est-ce que toi aussi, tu fais un travail de ton côté, notamment au niveau historique, etc. Mhm. Comment, voilà, et comment ça s'organise pour les personnes qui ne peuvent pas aller interroger justement Ouais. d'autres Alors, personnes? moi, je ne fais pas de recherche pour la personne, ou très peu. Si j'en fais, c'est que vraiment, il y a une problématique d'organisation. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des sites comme Généanet ou Philae qui recensent, ou même les régions, aujourd'hui, mettent en ligne les actes. Donc, dans la plupart des sites des départements, voilà, c'est des archives départementales, elles sont en ligne. Alors, c'est plus ou moins avancé selon les départements, selon la motivation et les moyens qu'on y met. Mais aujourd'hui, en ligne, tu retrouves tous les actes, enfin, à une certaine distance. Ils sont mis en ligne. Alors, je crois que ça a changé récemment, mais si je dis pas trop de bêtises, tu peux consulter les actes naissance, décès de plus de 70 ans. Ok. Voilà. Sinon, après, il faut pouvoir justifier ta filiation ou justifier que tu fais des recherches en vue de pour quelqu'un. Euh, mais voilà, en ligne, on a quand même un paquet d'infos, un paquet d'archives, aussi en ce qui concerne les guerres. Il y a le site Mémoire des Hommes où tu trouves plein d'informations. Donc, moi, c'est ce que je demande à faire
à mes clientes quand elles sont entre deux séances. C'est d'aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis, d'aller chercher un petit peu les actes, etc. Donc que ce soit via ces sites-là ou aller demander à la famille quand elle est là et quand elle veut bien. Effectivement, c'est pas toujours le cas. Donc, quand c'est pas le cas, eh ben, on essaye de rassembler un maximum d'informations et puis on va aller travailler sur ce fameux roman familial qu'on a tous. Le Hmm. roman familial, ça va aller de la recette de cuisine ancestrale au petit secret qu'on va se faire passer de mère en fille. Voilà. Donc, je vais aller chercher la personne là-dessus. Et c'est vrai que quand je dis on, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, moi je vais aller titiller, je vais aller gratter, je vais aller, ah oui, mais ça vous m'avez dit ça, ok, mais qui vous l'a dit, à quel moment? Parce que parfois on a des trucs, c'est, oui, bah, quand la grand-mère est morte ou pendant les vendanges. D'accord, mais pourquoi on dit pendant les vendanges dans votre famille? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les vendanges? Hmm. Et c'est comme ça, vraiment. Et on va aller bah, grappiller ce qui appartient euh, à la mémoire de la personne. Et puis, quand on n'a vraiment plus personne à interroger, eh ben, on va aller chercher ce qui est bénéfique, en fait, dans cette histoire et comment on peut aller s'en saisir. Euh, si c'est OK, je vais te donner mon exemple personnel. Donc moi, j'ai fait un gros travail en transit, je bosse toujours, enfin, il y a toujours un truc à aller grappiller, etc. Moi, ça fait très longtemps que j'ai plus mes grands-parents et on n'est pas dans une famille où on cause beaucoup, hein. C'est compliqué d'avoir l'info. Eh ben tant pis, je suis quand même allée chercher, j'ai quand même réussi à avoir des informations et j'ai découvert que j'ai deux arrière-grand-mères qui sont des femmes absolument, en tout cas moi que je trouve extraordinaires, qui sont des battantes. Il y en a une qui s'est retrouvée divorcée avec ses trois filles en 1920, qui est rentrée dans des grandes maisons de couture alors qu'elle était pas, enfin, elle était couturière, elle faisait ses vêtements à elle, quoi, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et j'en ai une autre qui a repris l'entreprise de tissage familial dans le Nord quand son mari est mort. Elle avait, je sais pas, alors entre ceux qui sont morts ou pas, mais en gros, elle avait 10 enfants à gérer. Elle a repris l'entreprise familiale, elle l'a relevée de la Deuxième Guerre mondiale et c'était parti. Et Waouh. pour moi, c'est hyper, et j'ai l'émotion qui monte et je suis hyper contente de parler d'elle là. Parce que ces deux femmes, pour moi, pour me construire en tant que thérapeute, en tant qu'entrepreneur aussi, j'avais besoin de modèles de femmes fortes que je trouvais pas forcément. Et à force de travailler, eh ben, je me suis construit ces deux modèles. Je leur ai jamais parlé. C'est ma petite histoire que je me Hmm. suis construite et peut-être que je me plante complètement. Mais en attendant, ça m'a permis de me cheminer euh, de cheminer sur mon propre chemin et de me servir de ces deux exemples en me disant, mais en fait, c'est possible d'y aller. Elles l'ont fait, pourquoi pas moi? Et encore une fois, peut-être que je me plante, mais le transg, c'est important de se souvenir que c'est pas que du fait réel, c'est pas que des choses qu'on peut prouver devant un tribunal. C'est aussi comment ça va venir nous Bien parler sûr. et comment on va pouvoir aller s'en saisir pour avancer sur ce qui est important pour nous. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi l'histoire qu'on se raconte finalement C'est et ça. comment elle va venir nous impacter en fonction de ce qu'on Exactement. choisit aussi de se raconter sur ce qui se passe dans Parce la que famille, quoi. finalement, tout n'est qu'histoire qu'on se raconte, quoi. Si on y réfléchit bien. Que ce soit nos pensées, que ce soit nos croyances, que ce soit... On ne fait que se raconter des histoires. Et la façon qu'on va avoir d'avoir notre discours intérieur, ben, moi j'ai quand même cette croyance que notre discours intérieur va aller... le mot m'échappe, mais va aller marquer nos actions et nos choix. Ouais, complètement.
C'est passionnant, Alexandra. Merci pour tous ces exemples et pour cet exemple personnel aussi qui témoigne effectivement de ce qu'on est en train de dire, hein, combien l'histoire qu'on se raconte, les modèles aussi Mm. et les valeurs qu'on met derrière ces modèles-là vont nous permettre de pouvoir nous identifier, nous dire, bah voilà, je suis de cette lignée de femmes fortes, de Mm. femmes battantes, de femmes qui ont pu dépasser des difficultés compliquées. Et donc, ça me donne peut-être d'autant plus la force de pouvoir Complètement. y aller moi aussi, finalement. Merci Ouais. pour cet Et exemple-là. même, j'ai même envie de rajouter que même si on est issu d'une famille où on se dit, non, mais il y a rien à Hmm. récupérer là-dedans. Parfois, ouais, on croise des arbres, on se dit, waouh, eh ben dis donc, moi, ce que j'aime bien dire dans ces cas-là, quand je sens qu'il y a un petit coup de mou à ce niveau-là, pour ma cliente qui me dit, bah ouais, mais j'ai personne à qui me raccrocher, ok. Mais l'arbre, il a été assez résilient. Toutes ces personnes-là, elles ont été assez résilientes pour, d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que vous êtes là maintenant pour en parler. Et quelque part, rien que ça, bah, c'est déjà quelque chose à prendre. Alors après, tout dépend aussi de quoi on parle, des actions qui ont pu être menées. Mais encore une fois, il est hyper important. Moi, j'aime bien prendre l'image de la maison. Pour moi, le transgénérationnel, c'est une maison à plusieurs étages. On est chacun à notre fenêtre. Et aller travailler en transgé, c'est aller remonter un petit peu dans les étages et se mettre à la fenêtre de quelqu'un d'autre. On va voir le même jardin, mais d'un autre point de vue. Et c'est hyper important ça. Parce que si on reste sur les femmes fortes, j'ai accompagné une jeune femme pour qui c'était difficile parce que les femmes de sa lignée, il y avait une forme de mépris quelque part. Et finalement, en bossant dessus, on s'est rendu compte, pardon, c'est Charlotte qui fait coucou. Euh, on s'est rendu compte que ces femmes, oui, aujourd'hui, elle, en 2000, je sais plus, j'ai dû l'accompagner en 2022 ou en 2021, elle avait une forme elle pouvait porter un regard méprisant sur ces femmes, mais en 1800 et quelques, elle faisait ce qu'elle pouvait, ces femmes-là, avec ce qu'elles avaient, avec les moyens qu'on leur donnait aussi. Et ça, c'est super important. Et moi qui bosse avec les femmes et pour qui l'histoire des femmes est hyper importante et, et, et l'émancipation et leurs droits, nous, aujourd'hui, il faut quand même pas qu'on oublie tout ce qu'elles ont eu à vivre pour qu'on en arrive là. Hmm. Donc voilà, même si on considère qu'on vient d'une famille qui est vraiment pas terrible, bah, encore une fois, prendre un pas de côté et se remettre en mode détective ou journaliste et se dire, mais ces gens-là, finalement, déjà qui je suis pour me dire que c'était vraiment pas terrible, et qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là aussi? Oui, et puis peut-être que prendre conscience de ça, c'est aussi pouvoir justement décider que ça s'arrête là. Tu vois, au même Complètement. titre que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec le linge sale. Alors bien Mm. sûr, il va falloir aller trouver de nouveaux modèles qui seront Bien sûr. probablement hors du cercle familial, mais de Mhm. pouvoir se dire, ben voilà, moi je décide que je ne vais pas justement continuer dans cette lignée. Et il peut y avoir un moteur assez puissant aussi de pouvoir se dire, je vais le faire aussi pour que mes propres enfants Mm. ne soient pas teintés de cette énergie de bah, nous, on peut pas, nous, on est une famille de gens voilà, Ouais. qui ne seraient pas des battants ou je sais pas, mais on peut aller Complètement. trouver, je pense, cette force-là. Ah bah ça, de toute façon, c'est, on va dire, allez, 70-80% des intentions de, comment dire, de consultation en transg. Je ne veux pas transmettre à mes enfants. Alors ça, pareil, ça se recadre. L'intention est bonne, mais on va aller se concentrer sur la personne. Parce que effectivement, on va aller nettoyer des choses, mais les enfants ont aussi leur histoire à vivre. Et voilà, à eux d'eux. Mais oui, ça, le moteur de je veux que ça s'arrête avec moi et je veux surtout pas le transmettre, c'est hyper important.
Ouais, écoute, merci pour tout ça. Et est-ce que tu aurais, tu vois, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être aller un petit peu plus loin Mm. sur ce sujet, est-ce que tu aurais une ressource à partager, que ce Ouais. soit qu'un film, podcast, formation, peu importe, un truc qui peut-être toi t'a aidé? Alors, en bouquin, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Il y a le livre et qui est devenu un film qui s'appelle Un secret de Philippe Grimbert. C'est un film des années 2000, je crois, avec Patrick Bruel. Il est hyper intéressant parce que voilà, il met en avant, donc c'est une autobiographie, hein, ça lui est vraiment arrivé. Euh, En gros, quand il était petit, il s'est inventé un frère. Et ça part de là. Et j'en dis pas plus parce que ce film est tellement et ce livre sont tellement incroyables. Alors par contre, il faut être un peu accroché. Hein, c'est un petit bouquin qui fait 200 pages, mais ouf, c'est intense. Hmm. Ça remue pas mal. Mais voilà, ça explique vraiment bien comment le secret enfin, impacte les descendants d'une manière ou d'une autre. Tout à l'heure, on parlait d'enfants qui ont des réactions qui viennent chercher les parents. Bah là, c'est exactement ça. Et une deuxième ressource qui est pour moi absolument fabuleuse, c'est le podcast Psychogénéalogie et compagnie, qui est réalisé par Sophie Duverne. Avec la Ok. chance, j'ai eu la chance de bosser avec elle, qui est une nana absolument incroyable, et elle fait un podcast qui est passionnant, où voilà, elle vient expliquer les thématiques, les grandes thématiques de la psychogénéalogie. C'est vraiment hyper clair, hyper à la fois clair, mais en même temps pointu. C'est accessible à tout le monde, et vraiment, oui, si on a envie d'aller un peu plus loin là-dessus, je la recommande vivement. Ok, super. Merci beaucoup. Euh, Où est-ce qu'on te retrouve, Alexandra, pour les personnes qui souhaiteraient te contacter, te rencontrer, Alors, prendre rendez-vous? on me retrouve, alors j'ai des réseaux Instagram, Facebook, voilà, c'est Alexandra Pratt Hypnose. J'ai un site internet aussi, alexandrapratt.fr, voilà. Donc moi, je reçois à Lancier, dans le Beaujolais, mais je travaille aussi beaucoup en visio, Ok. parce que enfin voilà, moi la visio, j'y crois vraiment, que ce soit en transgé ou en hypnose, ça fonctionne bien. Voilà où on me retrouve, Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je mettrai les liens de toute façon ça dans les marche. ressources de l'épisode. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais partager pour les collègues qui nous écoutent et qui, là, à la fin, je pense, sont en train de se dire, ah, c'est trop bien. Est-ce que j'ai un mot de la fin? Oui, bah, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas hésiter quand il y a vraiment quelque chose qui nous porte. Moi, je sais que l'histoire de ma famille, depuis que je suis toute petite, j'ai le nez dedans. Et aujourd'hui, bah voilà, j'en ai fait mon métier. C'est vraiment quelque chose qui me porte, qui me passionne. Et je pensais pas, voilà, quand j'ai attaqué tout ça, quand j'ai attaqué les formations, je pensais pas pouvoir l'appliquer forcément à l'accompagnement des ados et des enfants, mais en fait si, ça s'y prête complètement, ça peut être aussi hyper ludique. Donc voilà, ça fonctionne pour le transgé et je suis sûre qu'il y a plein de collègues qui ont plein d'outils où elles se disent, ouh là là, non, 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 je vais pas en parler parce que c'est perché, parce que c'est ceci, Hmm. parce que c'est cela. Euh, ben non, tentez-le et puis vous verrez bien. Et si ça porte et si ça inspire, il y a de grandes chances que ça marche quand même. Merci beaucoup, Alexandra. Je me suis Merci à régalée. toi. C'était Bon, tant mieux. passionnant. Et Merci puis, beaucoup. bah, avec plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt, Isabelle.